Lutter contre la délinquance en petite terre, voilà l'objet des signatures qui ont eu lieu ce matin entre la justice et les communes de Pamandzi et l'Abattoir. Nous avons signé 2 conventions avec les deux mairies de Petite Terre pour ce qu'on appelle des rappels à l'ordre et des transactions dans le cadre de traitements judiciaires d'affaires qui concernent les faits les moins graves qui peuvent être commis sur le ressort de ces 2 communes. Par exemple des incivilités, des dépôts d'ordures, des dégradations légères sur des biens d'utilité publique, sur des incivilités qui sont faites aux abords des établissements scolaires. Ces conventions ont vocation à déléguer au maire la possibilité, sous le contrôle du procureur de la République, de recevoir ceux qui ont commis ces infractions, de les obliger à réparer, soit en monnaie ou de faire des travaux non rémunérés pour le compte de la collectivité locale dans une forme de rapidité de la réponse pénale puisque entre la commission des faits, leur constatation et la réponse qui pourra être apportée par la mairie, cela pourra être extrêmement rapide, parfois moins d'une semaine. Ces documents vont donc permettre de réaffirmer les modalités partenariales entre la justice et les communes de Pamandzi et l'Abattoir, de manière à mieux outiller les mairies pour lutter contre les phénomènes de délinquance de proximité. C'est une très bonne chose parce que la prison, ce n'est pas une solution. Il faut toujours donner des alternatives à nos jeunes pour leur dire que nous vivons dans une société et dans une société, il y a des règles à respecter. Et à chaque fois que vous ne respectez pas les règles, bien sûr, il faut rappeler aux gens que la vie en commun mérite à ce que les uns et les autres se respectent, mérite à ce que les uns et les autres respectent ne serait-ce des investissements qui se font dans la commune. Donc c'est un outil très important pour les communes et pour les maires pour que justement nous puissions à chaque fois dialoguer avec nos jeunes, dialoguer avec les familles et que souvent quand on discute, on arrive souvent à trouver des solutions pérennes et des solutions pour ces jeunes, je dirais pour leur vie future. Collecte des projectiles potentiels, extension de l'éclairage public, vidéoprotection, médiation sociale, école du civisme, la formation et l'équipement des polices municipales, autant d'initiatives territoriales pour lutter contre le fléau de la violence qui méritent une mobilisation collective. Ce n'est pas un travail d'une personne ou du maire, mais aussi associer aussi les parents ou la population. Parce que l'incivilité, ce n'est pas simplement les mineurs, mais il y a aussi des adultes qui font de l'incivilité dans le cadre quotidien de tous les jours. De nouveaux partenariats qui doivent permettre de faire comprendre aux enfants comme aux parents que l'on est responsable devant ses actes. L'avis du conseil départemental n'est que consultatif. Bien sûr. Donc, c'est un avis. Voilà. Nous avons le souvenir ici d'une ministre à la départementalisation quand elle a proposé les lois organiques du département de 2009 et 2010, les élus avaient émis un avis défavorable. Tout à fait. La ministre en question était venue négocier. 48 heures après. Trouver un consensus, un compromis et non une compromission, parce que nous avons l'impression ici qu'il y a une sorte de compromission qui est en train de se jouer. D'ailleurs, je m'étonne que le sénateur Tani Mohamed Swalihi, en quelque sorte, joue le service après-vente ou le VRP du gouvernement. Je rappelle que M. Mohamed Tani est élu par la population pour défendre les intérêts de la population et non les intérêts ou les stratégies du gouvernement. Donc c'est ces deux choses-là que j'observe. Donc il appartient maintenant au gouvernement. Ce texte-là ne peut pas être enterré. Il faudrait que le gouvernement accepte de négocier. Le second cyclone de la saison est actuellement au large de la Réunion. Qualifié de dangereux, sa trajectoire laisse penser à une forte dégradation des conditions météo au sein du département voisin. Là, on a affaire à quelque chose qui est beaucoup plus large et beaucoup plus intense que Belna au moment où il est passé. D'accord. Donc on a un cyclone très intense, donc avec des vents qui atteignent les 195 km/h en vent moyen. Ah oui. Donc, ce qui signifie 280 km/h en rafale. Ah oui. Donc c'est une grosse bête. Et le fait qu'il passe, même s'il passe à 200 km par exemple,
de la Réunion, ce qui est la trajectoire la plus probable. Les conditions sur la Réunion vont être extrêmement dégradées, avec tous les paramètres touchés. C'est-à-dire ils vont avoir du vent, donc à plus de 120 km/h sur le littoral, très certainement, et sur les hauts qui risquent de dépasser les 150 km/h, si on passe à 200 km. Et la trajectoire pourrait être encore plus proche de la Réunion. La plus forte dégradation est attendue demain matin à La Réunion. Ensuite, le cyclone file tout droit sur Madagascar. En effet, toutes les conditions sont réunies pour qu'il gagne encore en intensité et soit encore actif en sortant des terres malgaches dans quelques jours. Il lui faut de l'eau à 26 degrés minimum sur environ 50 mètres d'épaisseur. Donc là, en l'occurrence, l'eau dans l'océan Indien, elle est plutôt de l'ordre de 29 à 30 degrés. Ah oui. Donc c'est très favorable pour alimenter l'humidité en carburant. L'eau s'évapore, elle monte à l'intérieur du système et elle vient alimenter la condensation ensuite pour les fortes précipitations. Et sur l'eau, ça se maintient, mais dès qu'on arrive sur Terre, il n'y a plus cette évaporation et donc le cyclone a beaucoup moins de carburant. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir des pluies parce qu'il a de la réserve. Et ensuite, ça ne veut pas dire non plus qu'il va ne pas donner des vents forts. Il continue d'avoir des vents forts, c'est une dépression sur Terre, mais qui ensuite, en ressortant dans le canal du Mozambique, retrouve des conditions d'eau chaude favorables. Et donc cette évaporation, de nouveau, va alimenter cette nouvelle cyclogénèse qui va en fait redevenir une tempête tropicale, très certainement, dans le canal du Mozambique. Si Mayotte n'est pour l'heure pas dans la trajectoire du phénomène, l'île pourrait, comme pour Ana, subir une dégradation en raison de son passage dans le canal du Mozambique. Les prévisions sont assez divergent relativement à la fois sur la trajectoire et sur l'intensité du système à ce moment-là. Mais il est probable, oui, qu'on ait des perturbations avec du vent d'ouest en particulier et possiblement des convergences avec des vents de Kashkazi du nord qui risquent à ce moment-là de créer des lignes de grains, ce qu'on appelle des lignes de grains. Il pourrait également y avoir un retour par une bande spiralée, comme on l'a vu avec Kenneth par exemple. Tout ça n'est pas impossible, mais on le surveille de près. Et c'est trop tôt encore pour l'affirmer. Et bien sûr, c'est trop tôt, mais le risque n'est pas exclu d'avoir des vigilances par exemple, mais des vigilances forte pluie par exemple, forte pluie orage, vent fort, peut-être même de la houle, donc vigilance vague submersion. Le phénomène est donc à suivre de très près, y compris à Mayotte. Au lendemain de la prise de parole du ministre des Outre-mer sur la loi Mayotte, le président du conseil départemental réagit. Ousseni Benissa assure que nul ne peut prétendre faire porter au conseil départemental la responsabilité de l'abandon de ce texte. Il laisse une porte ouverte au gouvernement avant de lancer cette diatribe, je cite, « Le ministre devra assumer l'abandon du projet qu'il semble avoir admis. Ce n'était pas mon souhait, seulement dans tout processus politique, il y a quelque chose d'élémentaire qui s'appelle le dialogue. On ne peut pas discuter ou émettre un avis si la seule possibilité qui nous est offerte, c'est de donner un avis favorable ou favorable. » Les deux camps se renvoient donc la balle tout en continuant de s'accuser mutuellement de faire campagne pour les élections à venir. La préfecture fait le bilan du décasage en 2021. 1652 cases en tôle illégales ont ainsi été détruites l'année passée à la faveur de la loi Elan. 7 communes ont été concernées, même si Koungou a concentré les moyens avec 1052 destructions. Suite à ces opérations, 522 personnes ont pu être hébergées dans un habitat digne. L'année 2021 a notamment vu l'ouverture du village relais de Tsunzu. À terme, ce seront 62 appartements disponibles en mesure d'accueillir 240 personnes. Néanmoins, les référés suspension empêchent le bon déroulé de ces opérations et donc le relogement dans un habitat digne des personnes concernées. La suspension de l'arrêté préfectoral de Mirérény et de Combani a notamment eu pour conséquence directe de repousser la construction d'une école. Le 28 janvier dernier, le colonel Capel, commandant de la gendarmerie de Mayotte, a remis officiellement les clés de 30 nouveaux véhicules aux commandants des unités territoriales. Cette livraison permet de réformer 26 véhicules et de maintenir le parc automobile de la gendarmerie à 211 véhicules, tous moyens confondus. 805 000 € ont été alloués en 2021 pour le renouvellement du parc. Parmi les 30 nouveaux véhicules, les gendarmes ont reçu 4 motos, un type de transport particulièrement mobile qui permet l'accès à des zones où les voitures ne peuvent accéder. Selon la gendarmerie, ces investissements démontrent, si besoin en était, que les militaires se donnent les moyens de leurs ambitions, que ce soit pour lutter contre l'insécurité ou l'immigration clandestine.
Les gendarmes sont en effet mobilisés quotidiennement aux 4 coins du département.